France Maghreb 2. À la une du Grand Forum pour ce lundi 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. La mobilisation importante de samedi est-elle selon vous révélatrice d'une prise de conscience générale? On en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 pour en parler avec nous. Gamal Amina et Philippe Bouriaki. L'ex-joueur du PSG et de Manchester City, Alion Touré, sera parmi nous tout à l'heure dans les rendez-vous d'Anna à 17h. Comme tous les lundis, désormais, elle ne vient jamais seule. Anna Guézard-Boicas tout à l'heure à retrouver. Le zapping et un quiz très prometteur en fin d'émission. Dans la playlist du Grand Forum pour ce lundi début de semaine, il sera parmi nous pour une édition spéciale rap français à la découverte du futur grand talent de demain. Il fait déjà beaucoup parler de lui, il s'appelle Rémi, nous vient d'Aubervilliers avec ce titre, vous vous en souvenez, Bella Ciao. Il revient d'ailleurs avec un tout nouvel album qui viendra nous présenter mercredi en direct, 17h. Faites passer le message, Rémi dans le LGF, c'est mercredi à 17h et dès maintenant dans la playlist du Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h en ce lundi. Nous sommes le 25 novembre. J'espère que vous allez tous bien en pleine forme pour vous retrouver. Et comme chaque lundi tout à l'heure, votre rendez-vous, les rendez-vous d'Anna. Comme chaque lundi, elle sera en bonne compagnie puisqu'elle vient avec l'ex-joueur du PSG, mais aussi de Manchester City. Celui qui a créé la ACAP Academy, Monsieur Alion Touré, qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Pour m'accompagner, 3 charmants garçons qui sont avec moi. Monsieur Philippe Bouriaki de la partie, bien sûr, comme d'habitude. Comment ça va, mon Fifi? Bah écoute, journée contrastée. Aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère, Tayeb, que j'embrasse très fort de tout mon cœur. Et en même temps, c'est la date d'anniversaire de l'enterrement de notre maman. Ouais, donc journée contrastée et puis j'ai eu un déjeuner extraordinaire, très enrichissant et très prometteur pour le futur. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Tu nous mets en appétit, quoi. Promis. Voilà. Gamal Amina, salut mon Gamal. Ça va Christophe? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, tu es entre deux charmants garçons. Abdeslam Itache est de la partie. Comment ça va, mon Abdeslam? Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs auditrices. Très bien, merci. Bon, très bien. Donc non, il faut juste dire aux auditeurs et aux auditrices que Monsieur Abdeslam Itache n'était absolument pas prévu et qu'il a voulu nous affronter, Gamal et moi, au quiz. Bah oui, comme ça c'est le match des 3 premiers. Hein? C'est ça. Voilà, ça c'est bon, ça donnerait une petite indication pour le champion d'hiver. Je vais appeler ton employeur. Toi. Tu donnes les résultats. Je crois que vous êtes ex-aequo tous les deux. On est ex-aequo au goal average. J'ai 3 points de plus que Gamal, mais toi tu as visiblement 1,5 point de plus que nous. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ce soir je repars encore vainqueur. Ça fait rien. Il y en a qui ont de l'espoir. Hein. Voilà. Bon, c'est très prometteur, messieurs. Avant de se détendre tout à l'heure en fin d'émission, avant de s'affronter évidemment dans la bienveillance, dans le quiz, avec mes petites questions. Juste auparavant, c'est aujourd'hui, vous le savez, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est le fruit de près de 3 mois de réflexion. Le gouvernement a annoncé ce matin une série de mesures pour lutter contre les violences conjugales. En conclusion de son Grenelle, une date symbolique en cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et pour le Premier ministre Édouard Philippe, cette lutte passe d'abord par la libération de la parole. Je propose d'écouter un extrait de son discours ce matin du Premier ministre Édouard Philippe. Une des premières réussites de ce Grenelle a été, je crois, de briser cette chaîne du silence. Ça ne suffit pas, nous le savons, mais enfin, c'est indispensable. Briser cette chaîne du silence, libérer la parole des victimes et de leurs proches, celle des associations, celle des institutions aussi, des experts, des policiers, des magistrats, qui ne disposent pas toujours ni des moyens, ni des réflexes, ni même des clés pour répondre à ces situations. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé aussi un large éventail de mesures, notamment la saisie des armes à feu au premier dépôt de plainte, ou encore le durcissement des peines d'harcèlement moral. L'exécutif veut se montrer intraitable à l'égard des violences faites aux femmes, d'abord avec la création de centres d'hébergement pour les hommes auteurs de violences conjugales. Il y en aura 2 par région d'ici 2022. C'est une promesse du Premier ministre. Ce n'est pas tout. Édouard Philippe s'est dit favorable à la dérogation au secret médical pour sauver des vies en cas d'urgence absolue. Au niveau juridique, pas question d'inscrire le terme de féminicide dans le code pénal. Les magistrats parleront plutôt d'emprise du conjoint, ou de l'ex-conjoint. Enfin, à mesure assez forte, l'autorité parentale pourra être retirée dans le cas de viols conjugaux ou de tentatives d'homicide. Ce sera le cas dès le premier dépôt de plainte. Le gouvernement tape sur un budget de 360 millions d'euros pour lutter contre les violences conjugales. Quoi qu'il en soit, messieurs,
et mesdames, il y avait beaucoup de monde dans les rues de Paris, mais pas seulement ce samedi. Justement, à l'appel de nous toutes à Paris, les femmes étaient de sortie et tous ceux évidemment qui luttent contre les violences faites aux femmes étaient nombreuses et nombreux donc ce samedi, aussi bien à Paris, mais aussi en Belgique et ailleurs. Une marée violette pour dire stop aux violences faites aux femmes. Samedi à Paris, environ 49 000 personnes, selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence, ont répondu à l'appel du collectif Nous Toutes. Dans le cortège, des anonymes, mais aussi des personnalités publiques, comme les actrices Julie Gaillet ou encore Muriel Robin. Un succès, considéré par l'une des organisatrices de la manifestation comme la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes et sexuelles. Manifestation aussi en Italie, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Rome. Chants et slogans étaient au rendez-vous. Contre votre violence, nous sommes la révolte, peut-on lire par exemple sur cette banderole. Enfin, en Belgique, 10 000 personnes, selon la police, ont aussi marché dans les rues de Bruxelles contre les violences sexistes et sexuelles. Le cortège s'est rendu au pied du palais de justice. Les manifestants ont déposé des souliers rouges au pied du bâtiment, symbole des victimes de féminicides. Selon la plateforme Mirabal, au moins 98 féminicides ont été commis depuis 2017 en Belgique, dont au moins 20 depuis le début de l'année. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. C'est inacceptable. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Que vous soyez victime ou témoin, Le 3919, numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des femmes battues, un sujet dont la presse fait largement écho depuis quelques semaines. Quand avez-vous décidé de le quitter, cet homme qui vous Il s'est trouvé, en fait ça s'est fait petit à petit, mais il s'est trouvé que le soir même où ça s'est passé, comme des amis étaient encore là, elles m'ont immédiatement emmené, parce que j'étais complètement KO, c'est le cas de le dire, elles m'ont emmené avec mon enfant. Le 3919, c'est un numéro vital. Bon, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Hein, comme s'il m'avait pas violée. Un violeur pense jamais qu'il viole. 3, 9, 19. Mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro. On connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Le 3-9-19. Je partage le 39-19. Voilà, c'est la journée évidemment internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et à ce titre donc c'était aussi la fin du Grenelle avec les annonces. On a un peu l'habitude avec les Grenelles et les annonces du gouvernement, on fait des débats, ça dure un certain temps puis on fait des annonces. Sachez aussi que ce numéro d'écoute, justement numéro vert, sera ouvert 24 heures sur 24, ça a été annoncé donc ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. À l'occasion de cette journée internationale donc contre les violences faites aux femmes, la mobilisation importante de samedi est-elle, selon vous, révélatrice d'une prise de conscience générale? Vous êtes 60% à dire oui sur Facebook France Maghreb 2. C'est vrai que si on compare il y a 10, 20, 15, 20 ans, les choses sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes évidemment. Il y a une prise de conscience, Gamal, c'est incontestable. Une prise de conscience, oui, mais le problème c'est que la loi existe. Hein. Oui. Pas besoin d'un Grenelle pour se rendre compte que si les lois étaient appliquées, ce genre de dérive n'arriverait pas. Et le problème c'est que quand on parle de violence en général, elles sont souvent muettes. Encore une fois, il y a la honte, il y a la peur, il y a la représailles, il y a le rapport à la police qui est très malsain, puisqu'une femme qui va voir un policier en général tombe sur un homme. Tous ces dispositifs, ils existent en Espagne, et bizarrement en Espagne, on a des résultats qui sont nettement plus probants. C'est-à-dire que vraiment les lois sont appliquées, que les hommes sont écartés, qu'il y a un dispositif de protection des femmes. Et là en France, on fait semblant de découvrir, alors qu'il y a un mort tous les 2 jours, enfin une morte tous les 2 jours pour être très clair, on fait semblant de découvrir que les femmes sont des personnes fragiles qui, devant un homme sauvage, se retrouvent complètement démunies et sans aucun soutien. C'est ça le problème. Philippe, tu y étais toi à la manifestation samedi? Oui. Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde, beaucoup de monde.
vraiment beaucoup de monde. Les organisatrices, ont annoncé le chiffre de 100 000. Moi, je veux bien leur donner ce crédit. J'ai l'habitude des manifs. Je pense qu'on était autant que le 10 novembre lors du rassemblement contre l'islamophobie. C'était fort, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes dans la manif qui disaient nous sommes aussi nous toutes. Bien plus que l'année dernière et bien plus que l'année d'avant, puisque moi je les ai toutes faites. Chaque année je les faisais avec Europe Écologie Les Verts. Cette année je les ai fait en mode, je l'ai fait en mode reporter pour la radio. Je voudrais dire que il y avait, moi j'ai ressenti deux ambiances. Une en fin de cortège avec les syndicats, les partis politiques traditionnels, où les slogans étaient les mêmes, un petit peu plus politisé lorsqu'on était vers la France Insoumise et le PC, et une en début de cortège avec des associations de féministes où je le dis tranquillement, hein, vous savez mon combat, je suis un écoféministe convaincu, et aujourd'hui j'ai une grande pensée pour la plus grande féministe que j'ai connue dans ma vie, qui est ma maman. Lorsque j'ai filmé la prise de parole, je me suis senti mal à l'aise. J'ai été agressé verbalement plusieurs fois. Ah oui. Par des femmes et des filles qui sont en colère contre ces salauds qui ont un comportement indigne de la gente masculine. Et j'étais, et comme d'autres mecs, en tout cas, il y en a qui sont partis, la cible de Colibé, et que ma place n'était pas présente avec elle. Alors que la place des hommes, elle doit être présente avec les femmes. On n'a pas à parler pour elles, évidemment, mais on doit les soutenir et se battre avec elles. Et moi, une des phrases, alors que je faisais des prises, des lives pour le LGF, une m'a clairement dit, oui, poussez-vous, je vois rien. Et de toute façon, j'avais beau me pousser, les gens qui avaient devant n'auraient rien vu parce qu'elle était petite de taille, et ça c'était pas de ma faute. On vous voit assez toute l'année, vous passez toujours devant les femmes. Là, c'est notre journée, c'est notre moment. Dégagez, le patriarcat, ça suffit. J'ai dû me montrer persuasif, alors que c'était pas le but. Je veux dire, mademoiselle, je peux me décaler à droite, à gauche, je tiendrai forcément quelqu'un. Je suis en train de faire une prise de son, on est en live pour que le message passe, et il vaut mieux qu'il soit relayé un maximum, et y compris par les hommes. Mais à un moment donné, je vais pas m'excuser d'être un mec, d'accord. Je suis avec vous ici présent. Il faut, je crois, cibler et critiquer éventuellement les hommes qui ne sont pas là, mais ceux qui sont là, vous devez pas les agresser. Sinon, vous ne valez pas mieux que ceux qui agressent les femmes. Alors, c'était juste une agression verbale, hein, je conçois bien, mais j'entendais des femmes en début de manif, en peloton de début, qui parlaient de monter des expéditions de commando et d'aller punir des hommes, mais au hasard. Ouais, c'est ridicule. Non, mais bien sûr c'est ridicule, et c'est une infime partie, mais il faut pas la nier, et c'est dommage qu'il y avait ça, parce que du coup ça a gâché. C'est les extrêmes féministes. Voilà, c'est les extrêmes féministes, et ça a gâché. Je sais pas, ce beau moment, parce que le moment le plus fort. Ouais. C'est quand Caroline de Haas, et j'ai oublié le nom de l'autre demoiselle, qui avait dit que ces femmes qui étaient mortes dans le silence, les 137 samedi, eh ben nous on va faire 137 secondes de bruit pour elles. Et donc elles ont énuméré 1, 2 jusqu'à 137, et là il y avait une masse, il y avait au moins 20 000 personnes qui criaient en même temps les chiffres, et ça c'était mais est-ce qu'il y a une prise de conscience, fort. Philippe? Oui, clairement, moi je le vois tout autour de moi, les discussions qu'on a aujourd'hui. Moi j'ai eu une discussion très politique avec des gens qui me rejoignent dans ma campagne, et je leur dis, écoutez, les types, on peut pas mettre des hommes à tous les postes et à tous les clés. Il est hors de question. Il y a une parité intégrale qu'il faut avoir, parce que tu sais que lorsqu'on gagne une municipalité, il y a aussi des commissions annexes ou des vice-présidences, conseillers métropolitains, conseillers territoires. Et je dis non, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir que des hommes. Et ça a paru une évidence pour tout le monde. Juste quelqu'un qui avait oublié, mais oui, globalement, dans une grande majorité. Mais je voudrais juste dire une autre chose, une déception sur une chose. À un moment donné, le collectif Nous Toutes a pris la parole, et donc toutes les filles se sont exprimées. Elles lisaient un texte, et puis à un moment donné, elles ont dit on est là aujourd'hui pour parler pour les femmes qui sont racisées, qui sont agressées, qui sont violées, qui souffrent de sexisme, de harcèlement sexuel, de viol, d'antisémitisme, de négrophobie, de grossophobie, et on a oublié l'islamophobie. Et j'étais surpris qu'on ait oublié l'islamophobie.
Et j'ai vu plusieurs pancartes de gens, moi, qui m'ont fait mal, qui disaient le féminisme est égal à la laïcité. Et on voyait très bien, moi j'ai essayé de discuter avec eux, c'était des cathos intégristes, et on voyait très bien envers qui c'était destiné. Et je pense que les organisatrices, elles doivent aussi ne pas oublier qu'il y a des femmes musulmanes aujourd'hui qui sont victimisées, qui sont racisées, qui sont violentées et qui subissent toutes les violences. On doit combattre toutes les violences, y compris les violences salariales, y compris les violences au travail, y compris les discriminations au travail. Et les femmes musulmanes aujourd'hui, elles sont de plein pied. Alors on parle tout le temps du voile et justement, c'est bien une fois dans un moment où je crois qu'on aurait voulu aussi qu'on parle des femmes voilées qui sont victimes de tout ça. Bon, Abdeslam. Alors ça va être dur de prendre la parole après Philippe. Je crois qu'il a tout dit. Il a coché toutes les cases. Et je le rejoins sur son constat, mais tu faisais la remarque sur le mot féminicide qui ne passait pas. Mais à un moment, il faut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Le gouvernement n'en veut pas, féminicide, ils n'en veulent pas. Mais bien sûr, mais de la même manière qu'on ne veut pas du terme islamophobie, comme si l'islamophobie n'existait pas. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on parlait de crime passionnel. Et que c'était une façon d'apporter des circonstances atténuantes. Son conjoint est dans la passion, on en arrive à la mort, vous comprenez, mais c'est la passion. Donc on a tendance à minorer les choses. Aujourd'hui, moi je dis qu'il faut appeler un chat un chat. Et lorsqu'une femme est victime de son bourreau, on peut parler de féminicide. N'ayons pas peur des mots, ayons le courage de le dire. J'ai envie de vraiment, je vais être plutôt à contre-courant. T'as le droit. Alors tout simplement, je pense que le mot féminicide est un mauvais mot. C'est un mot c'est un concept qui a été importé des États-Unis. C'est une intellectuelle américaine qui l'a importé en 94. Ça existait déjà là-bas. Le problème, c'est que quand on parle qui est accepté là-bas. Qui est bien évidemment, c'est accepté. Mais le problème, c'est que là, on va dans l'extrême. Il aurait fallu réfléchir à un mot qui correspondait à une réalité. Quand on parle de féminicide, on parle d'intention d'exterminer les femmes, pas la femme, pas la conjointe. Donc le terme féminicide, c'est comme insecticide, comme évidemment génocide bien sûr. Donc l'idée c'est la mort en fonction du genre. Or c'est pas vraiment le cas. Alors évidemment malheureusement il n'y a pas d'autre mot plus adapté que ça, puisque c'est celui qui est consacré aujourd'hui, même si le gouvernement le réfute et pour des raisons intellectuelles. Un peu comme l'islamophobie. L'islamophobie, c'est la peur de l'islam. J'entends bien, mais au-delà même de la peur. Bien au-delà de la peur de l'islam. Oui, mais bon, j'ai envie de dire que la judophobie, c'est pas qu'il a peur du juif. Donc la problématique se pose par le même terme. Là, on parle en termes sur un plan sémantique strict sensu. Effectivement, c'est problématique. Maintenant, il faut pas perdre de vue une chose. Effectivement, il faut parler des choses qui fâchent. Quand on parlait de crime passionnel à l'époque, c'est arrivé. L'affaire Quanta, c'est caractéristique de ce qu'on appellerait un crime passionnel. Il y a eu un reportage d'ailleurs diffusé hier soir. Absolument. Pour réhabiliter un extrait dans le zapping tout à l'heure. C'est pour réhabiliter un tueur, effectivement. Bon, bah ça, je vais même pas donner mon sentiment là-dessus, parce qu'un meurtre est un meurtre et ça se discute même pas sur la lâcheté. Le problème, c'est la question de la lâcheté de l'homme et du suprémacisme masculin. C'est ça la question qui se pose. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé ce problème du suprémacisme de l'homme masculin et en général blanc, puisque c'est lui qui domine le plus, là il y a un souci. Ensuite il faut se rappeler quand même, parce que j'aime bien les discours, là j'ai entendu Philippe qui disait, il est tombé sur des intégristes soi-disant féministes. J'allais venir. Intégristes, on va y arriver en 2 secondes. Tu déflores le sujet. Mais justement il est tombé sur ce qu'on appelle les intégristes de la féminité, qu'on va appeler les féministes. Donc celles-là, elles sont pas toutes dingues évidemment, mais il y a des dingues parmi ces gens-là, parce qu'il y a toujours des extrêmes qui émergent à partir d'un moment, à partir d'une réaction extrême. Et j'ai envie de rappeler quand même à ces chères femmes, en l'occurrence, que quand on veut défendre les femmes, on défend toutes les femmes mais pas à moitié. On défend les femmes racisées, effectivement, on défend les femmes voilées musulmanes sont les plus exposées aujourd'hui au risque de se faire massacrer, puisqu'elles sont visibles immédiatement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on défend les femmes fragiles sur le plan, on parle de la prostitution qui émerge de plus en plus dans le monde de l'adolescence. On défend les femmes qui deviennent prostituées de force ou à leur degré, mais de manière catastrophique, puisque c'est toujours une question sociale. Et surtout, on défend toutes les femmes sans distinction de genre et de race. Et j'ai envie de vous dire une chose. Vous savez, l'avancée des femmes, c'est toujours fait pas en fonction de ce que les femmes voulaient, mais en fonction de ce que les hommes acceptaient. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 14-18, les femmes étaient mobilisées, parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes pour aller dans les usines. En France, je parle bien de la France, on va commencer par la France. Elles étaient mobilisées dans les usines. Pendant 4 ans, elles se sont battues comme des folles et on a fait la propagande pour dire les femmes qui sauvent la nation. Ça, c'était 14-18 parce qu'ils étaient utiles à l'usine. C'est la première fois qu'elles mettaient les pieds dans un métier qui était réservé aux hommes. Ensuite, à la fin de la guerre, du jour au lendemain, il n'a pas fallu une semaine, du jour au lendemain, elles ont été mises dehors comme des outils qu'on n'utilise plus pour que les hommes puissent retravailler.
travailler. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, en 39-45, pareil, grande saignée, et à nouveau les femmes réutilisées dans le secteur dans le secteur de l'industrie militaire. On l'a vu en France, on l'a vu en Allemagne nazie, alors que les nazis étaient contre le fait que les femmes travaillent, et bien se retrouver à l'usine parce que nécessité faisant loi, elles ont été obligées de travailler. Et à la fin de la guerre, les femmes en Allemagne, elles ont progressé parce qu'il n'y avait plus d'hommes quasiment. En revanche, les femmes en France, elles ont été obligées de progresser parce qu'il y avait beaucoup de saignées, et surtout parce que De Gaulle, qui était un stratège, s'est dit bon, il y a beaucoup de femmes dans la population, si je leur donne un petit droit, le droit de vote, elles finiront par exister socialement, elles finiront par exister politiquement, et elles auront une avancée qui va peut-être signifier quelque chose pour lui. Et ça lui profiterait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui donne les lois, qui donne des faveurs aux femmes, malheureusement, encore une fois, je le déplore, c'est le législateur qui est souvent un homme, comme à l'Assemblée nationale. Celui qui donne des droits aux femmes de se défendre, c'est le policier, qui est un homme. Malheureusement. Et si la femme se plaint auprès d'un policier, lui, il a une sorte de complicité masculine qui fait qu'il va peut-être pas la prendre au sérieux. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y a des lois pour les protéger, elles existent les lois. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on n'applique pas ces lois et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes pour entendre ces femmes qui sont violentées, tout simplement. Abdeslam, sur justement ces féminicides, ces femmes auxquelles faisait allusion Philippe, ces féministes un peu extrêmes. Oui, alors c'est simple. Pour ceux qui veulent regarder dans le dictionnaire, la misogynie est pour les femmes, la misandrie est pour les hommes. Et la misandrie existe chez une catégorie de femmes qui ont la haine des hommes et qui se retrouvent justement dans ces cortèges, non pas à chercher à être l'égal de l'homme, mais à le dépasser et à le mettre dans une position inférieure telle qu'elle était la femme. Je pense pas que ce soit un sujet constructif. Ouais. Mais je t'assure, Christophe, et ça existe. Ouais. Et en effet... S'il y en a qui nous écoutent, qu'elles nous appellent. Hein. 0143 je m'en occupe personnellement. Surtout qu'elles appellent. Mais moi, je vais dire une chose, Christophe. Je vais mettre les pieds dans le plat. Oui. Comme s'il n'y avait pas d'hommes qui étaient violentés. Ouais. Et ces hommes-là ont tellement honte qu'ils n'en parlent pas. Vous voyez, donc un homme tous les 11 jours meurt sous les coups de sa conjointe ou son ex-conjointe. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tu sais pourquoi? Un enfant tous les 5 jours. Parce que c'est une honte pour un homme de dire qu'il a été violenté par sa femme. Et lorsqu'il va se présenter dans un commissariat pour expliquer ça, vous avez l'agent de police qui va aller voir ses copains pour dire, tu sais ce qui vient d'arriver là? Il y a un type qui raconte qu'il se fait éclater par sa femme. Et bien sûr, ça pouffe de rire et le type est humilié. Donc du coup, ne revient pas derrière. Ça existe il faut aussi. quand même relativiser. Un mort tous les 11 jours, un mort tous les 2 jours. D'accord. Donc on peut... un mort c'est un mort de trop, gamin. Oui. En termes de rapport de force et violence, la violence est disproportionnée par rapport aux hommes. Bon, j'ai eu l'occasion de te laisser ma parole. Mais si tu permets, je disais juste, j'opposais seulement deux idéologies qui étaient la misogynie et la misandrie. Et dans les deux sens, ça existe. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que nous battons pour l'égalité de traitement salarial, l'égalité de traitement dans toutes les sphères. Rappelons-nous, c'est après la Seconde Guerre mondiale que la femme a eu le droit de vote. Donc c'est quand même en France. Ouais. En France. En 1920, elle l'avait en Turquie par exemple. En 46. 46 juste après. Ah, d'accord. Bon. Donc ce sont des combats permanents, mais ce sont des combats qu'il faudra mener avec les hommes, qui sont d'une grande bienveillance, parce que dites-vous bien que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et derrière chaque grande femme, il y a une autre femme. Ah bon, vous avez remarqué quoi le standard que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Derrière chaque grande femme, il y a une femme, je suis pas sûr. Hein. Si. Il y a toujours une femme. J'en connais pas. Il y a aussi des hommes des fois aussi. Mais oui. Attends, je voudrais juste revenir, si vous permettez, sur les propositions qui ont été faites aujourd'hui au sortir de ces 3 mois de débat du Grenelle des violences. On va créer un centre pour accueillir les agresseurs. Bien sûr, non mais tu mets quoi dans ce centre? Est-ce que tu mets tous ceux qui sont justement Non, ça j'ai entendu. Mais est-ce que tu mets un accompagnement spécialisé, médical, parce que on sait aussi que certains hommes sont les déradicalisés de la violence. Oui, non mais on a des extraits. Faut que j'appelle mon avocat là. non mais sérieusement, blague à part, parce que non mais tu as raison, mais on sait que certains hommes reproduisent ce qu'ils ont vécu étant jeunes, voyant leur père violenter leur mère, et donc pour eux c'était quelque chose de naturel, d'autant plus que on sait que la condition féminine a évolué, et tant mieux, et il faut qu'elle continue à évoluer. Mais je te rappelle que dans les conseils d'administration aujourd'hui, on a je pense dans votre jeunesse ça a dû jouer au quiz, hein. C'est tellement vous êtes à fond. Pour le quiz. Ça a pas joué au quiz dans votre jeunesse? Ouais, c'est pas. Il y avait pas de la gagne. Non, on parle d'un truc sérieux là. Non mais d'accord. Okay. Non mais que le gouvernement annonce 360 millions alors que toutes les associations étaient unanimes samedi pour dire 1 milliard. Et je crois que le gouvernement. Il y a plus de sous, Philippe.
il n'y a plus de sous. Écoutez, 42 milliards du CICE, je sais pas, on pourrait en ponctionner 1 milliard pour les mettre dans la cause de... C'est très populiste de dire ça. Mais c'est pas populiste, c'est la réalité. Attends, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est trop facile. 42 milliards de CICE, rappelle-toi, Gattaz en 2011, il sortait, moi, avec 11 milliards, 1 million d'emplois. 42 milliards, 0 emploi. Au contraire. Mais non, mais sous la gauche, je vois pas tellement de différence entre Hollande et Macron. Moi, je veux dire. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que. Je crois que Macron, c'est un Hollande des. Non, mais j'ai envie de dire un truc, c'est que, au CAC 40, pas une seule femme. Non mais tiens bien oui. Regarde Christine Lagarde la dernière fois au FMI, son conseil d'administration a été toute seule autour, il y avait que des loulous à la tête du FMI. Non mais tu vois ce que je veux dire. On regarde au Sénat, le MEDEF a une patronne. Oui, ça s'appelle les exceptions. Laurence Parisot. Oui, exception. Mais regarde aujourd'hui au Sénat. Au Sénat aujourd'hui, c'est 25% de femmes. Et ben moi je dis chiche, monsieur le président. Vous avez fait la réforme des départements sur les élections. On a jumelé des cantons pour avoir la parité. Et ben vous savez ce qu'on fait? Chiche. On fait la réforme pour les législatives et pour le Sénat pour qu'il y ait des fusions de circonscriptions et pour que tu aies obligatoirement la parité. Alors c'est ce qui se passe au conseil départemental, puisque ça ne t'aura pas échappé. C'est ce que je viens de dire. On fait élire un homme et une femme qui siègent ensemble. C'est ce que je viens de dire. Donc les choses avancent. Bon, je suis heureux d'entendre qu'Abdeslam confirme ce que je viens de dire. Je confirme ce que tu as dit. Comme tout à l'heure, j'ai dit que j'abondais dans ton sens et que tu avais tout dit. Non mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été fait par Gabal. Comment il s'appelle, par Emmanuel Macron. Ça a été fait par la mandature précédente. Bien sûr, tout a été fait avant Emmanuel Macron, bien sûr. Ça en tout cas, bien sûr. Quelle mauvaise foi. On a répondu au quartier, on a réglé le problème de la misogynie avant Emmanuel Macron. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, qu'est-ce qu'il a fait franchement, Emmanuel Macron? Rien. Il s'est fait lire. D'accord. Mais qu'est-ce qui a été fait avant? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des mesures qui sont proposées, mais qu'est-ce qui a été fait avant? En tout cas, la parité, le grand sauveur Macron, cher ami Abdeslam, va mettre tout le monde dans la rue le 5 décembre. Oui, mais comme Juppé les a mis dans la rue en 1995, et comme Balladur les a mis dans la rue, comme Fillon les a mis dans la rue, comme Hollande les a mis dans la rue avec la loi travail. Oui, mais donc voilà. Alors tout le monde est à égalité. Dans un instant sur France 2, on est de retour. Mais non pas le monopole du bien, la gauche. Ni du cœur. Ni du cœur. Du cœur, voilà. Oui, ni du mal. Ni du 40. Surtout le 0 à 40, 33 de pile, à tout de suite sur France 2. Avec Philippe Boyaki, Abdeslam Bitache et Gamal Abidin. L'invité d'Anna, il n'est pas arrivé encore? C'est ça, les joueurs de foot, ils sont toujours en retard. À tout de suite. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous. On parle évidemment à l'occasion de cette journée internationale, bien sûr, de lutte contre les violences faites aux femmes. On rappelle quand même ce chiffre effrayant, 137 féminicides, 137 mortes, tuées sous les coups de leurs compagnons, de leurs ex-compagnons, avec des affaires terribles. Et pour le coup, il n'y a pas d'histoire de nationalité, pas de religion. Tout le monde y a le droit. Pour le coup, des hommes violents, il y en a absolument partout. Et nous étions en train de feuilleter un petit peu les différentes annonces du gouvernement. Est-ce que, franchement, Abdeslam, ça va répondre aux attentes de pouvoir injecter aussi peu d'argent pour une cause aussi importante? Non, mais il y aura jamais assez d'argent et on ne pourra jamais assez faire contre les luttes, contre le combat contre le féminicide. Ce que je veux dire, c'est que j'espère seulement que avec le temps, on avancera et on fera disparaître tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part d'éducation. Et il y a nécessité d'éduquer les générations à venir pour qu'ils apprennent aussi à respecter les femmes, à respecter la femme. Ouais. Pour que justement, il n'ait pas ce type de comportement. Bien sûr, bien sûr. En parler à l'école et expliquer qu'il doit y avoir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Mais de combattre aussi contre toutes les formes de discrimination, pas seulement celle qui est de l'ordre du sexe, que ce soit à tous les niveaux. Oui, il y a une part d'éducation et il faut vraiment travailler, éveiller conscience sur les générations à venir pour que justement ces schémas-là se reproduisent pas. Une personne qui a vu sa mère battue par son père et qui reproduit le même schéma, il faut à un moment arrêter cette spirale de la violence et justement travailler et échanger sur ce sujet qui, je pense, a été très longtemps tabou dans les familles, mais il faut absolument aborder ces sujets. Est-ce que le politique s'en est saisi quand même?
Bah, j'espère, mais il a le devoir de s'en saisir. Ensuite, qu'il s'en saisisse pas assez, je peux l'entendre, Christophe, et je peux le partager aussi. Mais en tout cas, il a le devoir de se saisir de ce problème, parce que c'est la moitié de la communauté nationale, les femmes. Donc, il a le devoir de régler un grand problème national. Et moi, je suis pas contre le fait que ça devienne une cause nationale. Bah, donc, normalement, sans vouloir te contrarier, mon ami Abdeslam, je te rappellerai que le candidat Macron, pendant sa campagne, a dit ça serait la cause nationale du quinquennat. Ouais. Et on voit qu'à 2 ans et demi de sa victoire, attention. Non, mais il a aussi dit que plus personne dormirait dehors et bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire qu'il lui aussi dit des conneries, quoi. Non, je pense qu'il était de bonne intention. Oui, je pense vraiment qu'il était sincère, réellement, sincèrement. Comme tu sais, on a quelques amis. D'accord, les gars, attendez. On peut dire des choses de manière sincère, mais quand on est un politique, quand même des choses, des paroles qu'on ne peut pas prononcer quand on dit plus personne ne dormira dans la rue. Faut être sérieux quand même. Mais c'est une belle intention. Oui, d'accord. Alors, j'ai l'intention où j'aimerais qu'il y ait. Moi, si demain. Voilà. Les paroles n'engagent que ceux qui veulent y croire. Faut être très clair. Quand un homme politique, c'est pour ça que je répète, quand un homme politique nous sert, par exemple, quand il va en Algérie, qui dit qu'il y a un crime contre l'humanité qui a été perpétré et qu'après, il revient après une fessée, il recule. Évidemment que la réalité du monde politique. Je tiens quand même dire à la décharge du président de la République que cette année il a tweeté le 1er novembre pour souhaiter une belle fête. Mais c'est le premier qui l'a fait. Hein. Oui, mais c'est mignon. Mais on peut pas. Non, mais il faut être très clair. Il n'est pas la génération qui est en Algérie. Je vais juste aller jusqu'au bout. C'est très oui, c'est pas la génération ni papa maman. Donc déjà, il est très loin de tout ça. Et c'est facile de faire ça. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Est-ce que franchement, on peut se féliciter, notamment sur ce qui se passe en Algérie, que ce soit Emmanuel Macron qui soit aux manettes? Pourquoi? Parce qu'on a Sarkozy ou Hollande qui auraient été des interventionnistes qui auraient essayé de foutre le bordel en Algérie. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord. Ah non, mais de toute façon, que ça soit Macron. Et là, Macron, pour le coup, a quand même une autre méthode. Aucun président français ne s'agira directement sur les questions algériennes. Il fera des coups de pression. Je te rappelle que Nicolas Sarkozy, en off, avait dit après la Syrie, le tour de l'Algérie. Oui, c'est ça, parce que c'est un bouffon. Faut être très clair. Non, mais je le dis. Non, je le dis. On peut pas dire ça comme ça. Nico, si tu nous entends. Je rajoute une couche. C'est un bouffon. C'est un bouffon du roi. C'est un type qui a adoré détruire la Libye. C'est un type qui a des dossiers à n'en plus finir sur le dos. C'est un type qui a des problèmes de personnalité et qui a envie d'affirmer. Si vous nous écoutez. Il se prend pour Napoléon. C'est tout. Moi, je peux pas considérer un homme qui a si peu de paroles, qui a brassé du vent avec l'Union pour la Méditerranée, qui s'est agité en tous les sens et les résultats qu'il a fait en 5 ans, rien. Donc j'appelle ça un bouffon politique. Mais cette nouvelle génération que représente Emmanuel Macron, dont il fait partie aujourd'hui, opère quand même un certain changement de politique. Oui, avec l'Algérie. Parce qu'il n'a pas de tradition. Non, il a pas. Mais je suis d'accord là-dessus. Il n'a pas de tradition. Il n'est pas colonialiste dans sa tête, quoi. Je veux dire. Enfin bon, après il faut relativiser. Comme l'ont été les autres. Oui, mais enfin bon, le franc CFA, c'est du néocolonialisme. Ça existe toujours. Il y a toujours une influence. C'est pas un colonialisme aussi direct que les autres. C'est tout. Mais il faut pas rêver. C'est facile de la part d'un monsieur Macron qui est jeune. Non, c'est pas facile, gamin. Tu peux pas dire que c'est facile. Si, politiquement, parce qu'il n'est pas dans un parti. Il a créé un parti. Donc il dit ce qu'il veut. Oui. La différence, les autres, ils sont dans un parti, ils sont obligés de suivre une règle. Il fait surtout ce qu'il peut. Oui, non, mais il dit ce qu'il veut. Parce qu'il y a un En marche, c'est ce que je veux. C'est pas ce que vous voulez. Ce que je veux juste dire concernant les intentions. Et moi, si vous permettez, je vais juste transposer les choses. Philippe, qui est candidat à Orly, va présenter un programme. Et je lui souhaite de réaliser 90% de son programme. 100%. Non, 97. Non. On va faire 10 propositions, donc c'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est que les 10%, ça sera aussi la conjoncture, ça sera plusieurs choses, plusieurs facteurs, la réalité, inhérents à sa volonté, volonté, qui font que les choses ne se feront pas. D'accord? Quand on est aux commandes, je peux vous le dire, je l'ai été. Quand on est aux commandes, on voit plus les choses de la même manière. Et quand on hérite d'une situation qui est juste scandaleuse, et qu'on ouvre les placards et qu'on trouve des cadavres dedans, c'est très compliqué. Mais ça, c'est la question de la finance. Ah non. Non, je parle de finance dans le sens comptable du terme. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à un moment, on se dit, mais je me suis engagé, j'ai donné ma parole, sauf que ensuite, on est dans une difficulté, économique, où justement, mettre en péril une ville, par exemple, et se mettre sous tutelle du préfet, c'est quelque chose qui est impensable. Donc, à certains moments, tu fais des coupes budgétaires qui sont complètement impopulaires. Ça s'appelle les arbitrages. Ouais, mais c'est des choix, mais complètement. Mais ce que je veux juste dire, c'est que parfois les bonnes intentions sont là, mais de la part d'un candidat. Mais lorsqu'il est aux commandes, il a plus les leviers qu'il croyait avoir. Non, mais alors, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais c'est pas très compliqué. C'est pour être élu, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère.
Tu vois. Et la grande différence. Faut pas dire ça en tant que candidat. C'est très cliché. Non, mais attends. Puis-je finir? Je ne t'ai pas interrompu. Et je te jure, Abdeslam, c'est très désagréable. Je pensais qu'au Modem, vous aviez au moins cette courtoisie, et républicaine de laisser les autres. Non, je suis d'une grande courtoisie républicaine et je te laisse parler. Alors, je disais, justement, quand tu parles de nouvelle génération, je pense être très proche de la philosophie dans laquelle a incarné Macron le souffle nouveau. Oui. Je parle pas de sa philosophie politique, je parle de sa philosophie de vie et de qu'est-ce qu'on va apporter aux gens. Moi, celles et ceux qui ont accepté de me rejoindre et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et je te dis, aujourd'hui, on a, alors dans notre jargon politicien, chacun appellera ça une prise de guerre, mais en tout cas, j'ai des personnalités importantes qui ont été aux manettes pendant de longues années, qui sont retirées de la vie, qui aujourd'hui voient notre ville dépérir et qui ont dit on peut pas rester inactif, donc ils peuvent plus être spectateurs mais être acteurs, qui sont venus me dire on vient avec toi pour plusieurs raisons. La première, ok, t'incarnes quelque chose de nouveau, de complètement différent. Mais surtout, la première chose que j'ai dit tout le temps, j'ai dit les seules choses qu'on fera, c'est celles qu'on va pouvoir promettre, parce que je ne fais que ce que je dis et je dis ce que je fais. Non, tenir. Abdeslam, est-ce que je peux finir s'il te plaît? Franchement, c'est pas républicain ce que tu fais. D'accord? Non, c'est pas républicain. Nous, on te laisse terminer à chaque fois, même quand tu dis des sottises, et on l'accepte, c'est le jeu. Donc moi, j'aimerais que tu me laisses finir mes sottises. Vas-y. Voilà. Finis tes sottises. Nous ferons pas 200 propositions, nous en ferons pas 300. Nous en ferons au maximum 50. Pourquoi? Parce qu'on sait que celles-là, on pourra les réaliser. Et ce qui viendra en plus, alors bien sûr, je vais le dire en communautariste parce que c'est comme ça qu'on fait passer en ce moment. Hamdoulillah. C'est bon, je l'ai bien dit ou pas? Non, mais si. Ah non, zut. mais non, Ah, tu sors de la République. Non, mais ce que je veux dire par là, non, l'islam, la chrétienté et le judaïsme font partie intégrante de notre République. Et donc, tu vois, à la différence des autres candidats qui sont pas positionnés, ceux qui sont 70% en France à ne pas croire font partie aussi de la République. Évidemment. Évidemment, 70%. Ah oui. Ah, faut 70% en France ne croient, sont athées. C'est le top. Oui, 70%. Mais vous, vous avez ces chiffres, vous êtes des grands malades ou quoi? Non, c'est pas des Alors moi, je parle à tous mes amis israéliens là, qui m'écoute. Non, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont été séduits par ce discours d'honnêteté et de transparence. Donc, je pourrais dire à tous les Orlésiens et les Orlésiennes, demain, moi, maire d'Orly, vous aurez tous des emplois, vous aurez tous des appartements, mais je leur mentirai. Alors nous, on leur dira la vérité, et s'il faut qu'on soit battu parce qu'on leur a dit la vérité, c'est leur droit, ça sera légitime, mais demain, quand on va gagner, nous, il y aura personne qui pourra nous traiter de traîtres et de menteurs, et je crois que le courage politique passe par là. Donc nous préférons perdre sur nos valeurs et sur nos idées que de gagner sur un tissu de mensonges. Oui, mais tu réponds pas à ce que dit Abdeslam, parce qu'il te dit que Abdeslam, quand on arrive au pouvoir, effectivement, on a ce qu'on peut proposer en tant que campagne et programme, mais on a la réalité du terrain et de l'état des caisses de la ville. J'en sais rien ce qu'elle a fait la maire. Ça se trouve, elle a ruiné l'Orly et tu pourras rien faire. Non, mais attention. Ce qu'on dit, nous, c'est parce qu'on sait qu'on peut réaliser ceci et cela sur le budget actuel. Vous avez fait un audit? Voilà. Évidemment, en interne. Quand tu prendras la ville. Non, mais là, on le fera par un cabinet externe, etc. Oui. Je demanderai aux Orlésiens et aux Orlésiennes 6 mois d'indulgence, et dans 6 mois on vous donne l'état des comptes tous ensemble et toutes les décisions qu'on prendra. Moi je vais vraiment appliquer le référendum d'initiative populaire, le RIP ou le RIC, ou on peut l'appeler comme on veut. Nous, sur chaque décision, il y aura un vote électronique. Dès que tu as 16 ans, tu t'inscris sur la plateforme. Bien sûr, il faut habiter à Orly. Et à ce moment-là, tu reçois un message pour te dire regarde ton mail, et sur ton mail, tu as tout le dossier technique, ce que ça coûte, les entreprises, tu pourras même choisir les entreprises selon les critères techniques qui seront définis, etc. Il y a un code de marché public. Non, il y a un code de marché public, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge sans nom. Je vais t'expliquer en vérité. Il y a une charte qui est établie. Je rappelle que c'est pas le sujet quand même. On a quand même dévié. Ouais, non, on a dévié, mais Monsieur Touré, vous avez dévié. Je ne présente pas une personne qui a sujet à la commission des appels d'offres. S'il te plaît. Attends, la commission des appels d'offres, c'est une supercherie sans nom. Tu sais très bien que la commission des appels d'offres, elle est réalisée, elle est faite suite à une charte, et donc à cette charte-là, on peut même exclure plein d'entreprises parce que cette charte est restrictive. Donc ça, c'est un mensonge. Alors, je suis en train juste de dire la chose suivante. Le point que tu évoques, c'est discriminer une entreprise. Et tu discrimines une entreprise sur des critères qui sont dans le cahier des charges. Mais Philippe Frachot, tu mélanges tout. Non, je mélange pas tout. Le code des marchés publics, il est là justement. Mais le code des marchés publics, le code des marchés publics, c'est lorsqu'on passe, on passe un marché sur le long terme, sur les fournitures. Tout dépend des seuils, On est bien d'accord. Moi, je suis en train de te dire que la chose suivante. Ce code des marchés publics, nous le respecterons, on respectera la loi jusqu'au bout. Mais qui, in fine, décide des entreprises qui sont sélectionnées? Qui?
C'est la commission. C'est la commission, d'accord. Ouais. Et ben nous, la commission, elle sera à la disposition des citoyens et des citoyennes qui auront voté. Mais ils auront de manière. Je peux finir. C'est pas un droit de regard, moi, que l'on leur propose. Abdeslam, nous, tu vois, justement, quand tu parles de Macron en modèle, eh ben, écoute bien ce que je te propose. Moi. Ah, je le prends pas en modèle. Hein, non, un petit peu quand même de temps en temps. Regarde bien ce que je te propose. Moi, cette commission, elle sera là juste pour valider ce que les citoyens et citoyennes auront réalisé. Voilà. Illégal. Mais c'est faux, c'est faux. Christophe, pourquoi tu m'as mis au milieu de ces 2 heures? Ah bah je sais pas, moi, écoute. Les mecs, ils font campagne. Moi, j'ai rien à vendre. C'est l'ancien monde, c'est ça le problème. Voilà. C'est l'ancien monde. L'ancien monde que Macron a emmené avec lui. Voilà. Monsieur le Président, vous allez droit au mur, venez nous voir. On va vous proposer quelque chose de différent. 01 40 33 9000, vous êtes pas, les gars, vous êtes pas en campagne. Elle est composée par qui, la commission? Attends, mais la commission d'appel d'offres, elle est composée par qui? Les élus. Les élus sont élus par qui? Par le peuple. Alors c'est au peuple de décider et aux élus de s'exécuter. Mais c'est moi qui décide de ce qui se passe dans cette émission, s'il vous plaît. Merci. Pas le pouvoir des baïonnettes. Gamal, fais quelque chose, je sais pas moi. Je sais pas quoi dire, moi ils sont en train de faire campagne depuis tout à l'heure, ils parlent de commission, ils parlent de marché public, d'attribution, de comptes de la ville qui n'ont pas été audités. S'informer, divertir. Pour faire plus simple, il y a une réalité, il y a une vraie réalité. Oui, et Gamal, mets tout le monde d'accord s'il te plaît. Quand on arrive aux commandes d'un État, d'abord les comptes sont pas transparents, c'est faux. On voit bien que à chaque fois que la commission on peut saisir la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est en charge de valider les comptes, elle ne valide rien du tout, elle constate les dérives. Et elle émet des observations. Qui ne sont jamais suivies des faits. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, elles sont actées, les observations. C'est Gégou, c'est ça? Elles sont actées. Le président de la commission. Ça s'appelle c'est à titre consultatif, c'est zéro. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de pression, de répression. Ensuite, deuxième chose, quand on arrive dans une ville, effectivement, la problématique qui se pose en premier, c'est les moyens dont la ville dispose. Or, l'endettement, très souvent, parce que maintenant tout est endetté, hein, toutes les structures sont endettées. Oui, mais l'endettement fait qu'ils sont obligés de composer. C'est pas un mauvais mot, l'endettement. Oui, j'entends. Ça peut être ça. Depuis 14 on est endetté. Je finis juste. De courtoisie républicaine. Un endettement qui dépasse 30% des capacités de remboursement, c'est une problématique qui se pose et qui est catastrophique. L'État français est endetté à 100% du produit intérieur brut, même pas de ses capacités qui génèrent de l'argent. L'État français, le budget c'est 300 milliards. PIB, produit intérieur brut. D'accord. Donc ça signifie que l'État français a une dette abyssale qui est 6 fois supérieure à ce que la richesse du pays est capable de faire. Donc c'est monumental. Là on vient de perdre 50 000 auditeurs. Je viens de non mais pour expliquer simplement que quand on n'a pas de thune, pour faire simple, on récupère des auditeurs. La thune. Quand il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de caillasse, il n'y a pas de thune, c'est pour faire simple. On ne peut pas promettre n'importe quoi à tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit connaître ses comptes, on doit vérifier si les comptes sont validés et honnêtement validés parce que souvent les audits qui sont faits sont orientés. Les cabinets sont choisis par celui qui est à la tête de la mairie. Et une fois qu'on connaît les comptes, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Comment? C'est ce qu'a fait Bouriaki. Non. Il doit faire. Il doit avoir une commission indépendante. Tout nouveau maire doit justement mandater. C'est la première chose qu'on fera. Et si effectivement, alors sur le plan de Philippe. Et là, t'auras un État. Voilà. Et sur le plan de Philippe, moi je pense qu'effectivement, s'il fait une audit sur 6 mois, donc c'est ce qu'il faut à peu près, et qu'il a les comptes réels, à ce moment-là, les promesses qu'il va faire, il pourra les transformer en réalité. Et après, l'autre question qui se pose, c'est qu'effectivement, quand on est un politicien comme Monsieur Macron, par exemple, on n'est pas tout seul à décider. Il y a le gouvernement, il y a effectivement la Commission européenne parce que les critères de convergence sont imposés. Ouais. Et surtout, il y a des réalités économiques. Il y a ceux qui ont prêté la thune. Faut pas oublier que la France est endettée et que les bailleurs de fonds, eux, ils réclament leur intérêt. Ça va, ils ont récupéré 100 fois leurs intérêts. C'est bon. En tout cas, ne dis pas ça, Philippe. Ça suffit. Ça suffit. Si tu dis ça, là, t'es en train de rentrer. Moi, je pense qu'il faut geler la dette. Voilà. Il faut geler la dette. Attends, mais t'es fou quoi? Non, il faut la geler. Si on gèle la dette, on paye plus l'intérêt. Si on paye plus tu veux dire que la France se comporterait comme quelqu'un qui est en surendettement, elle est surendettée. Donc surendettée, on fait un dossier de. Bah oui, non mais clairement. Ça y est, on a plus le double A. On a déjà perdu notre. Monsieur Macron, prenez-le en ministre de l'économie, vous allez voir. Non, moi je dis qu'il faut. Non, geler la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on gèle la dette, on peut payer l'intérêt. Et on peut commencer à attaquer le capital. Voilà. Non, c'est la réalité. Aujourd'hui, on travaille pour la dette. C'est les créanciers pour te rejoindre. Là, tu parles d'un nouvel ordre mondial. Non, du tout. Je parle d'un ordre économique sain. Philippe, je le rejoins complètement quand, j'espère que les Verts ont cette logique-là, il vient de dire à l'instant que la France a payé 10 fois sa dette. Il a raison. En taux d'intérêt, elle a payé 10 fois. C'est inadmissible. L'Afrique a payé 50 fois sa dette. Il faut geler la dette. Qu'est-ce qu'on dit au modem? On dit la même chose. Je partage l'analyse. On efface la dette? Non, gelé, pas effacé. Est-ce que t'es pour le gel de la dette? Moi, je suis pour que les enfants n'héritent pas des dettes que nous avons contractées. Donc tu gèles. Alors moi j'aurais dit que les politiques je l'efface. Rembourser la dette. Je l'efface. Votez pour moi en 2022, j'efface la dette. Qui viennent me faire la guerre, qui viennent me chercher, qui viennent me chercher les financiers. Mais vraiment, juste pour aller au bout de mon propos, je veux pas que mon propos soit déformé. Lorsque je prenais tout à l'heure l'exemple de Orly, et je sais la bonne intention de Philippe, je disais seulement et très sincèrement et très fraternellement que lorsqu'il prendra
la ville, il aura une situation qui n'est pas celle qu'il présume pas. Enfin, qu'il présume, pardon. Donc, avec toute la bonne intention qu'il a, je pense qu'il pourra faire un très très bon maire, il fera les choses, mais s'il arrive à faire 90%, franchement, vous pourrez le féliciter. Parce que 90, c'est très bien. Je te promets, Abdeslam. Et d'ailleurs, je te souhaite d'en faire 100. Mais on fera même 110, parce que ce qu'on n'aura pas promis et qu'on pourra le réaliser, on le réalisera. Ouais, mais si c'est plus dans le programme, c'est plus 110. Non mais si, justement. Ah bah c'est au-delà, c'est pour ça. Plus, hein. Et je te promets autre chose, Abdeslam. Je suis tellement transparent et je suis tellement confiant de ce qu'on va faire, je proposerai à l'opposition municipale d'intégrer toutes les commissions de contrôle. Mais elle siège dans le siège déjà dans toutes les commissions de contrôle, et je leur laisserai la présidence des commissions de contrôle. Tu vois? Mais t'es trop gentil là. Mais non, je suis pas gentil. Je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Tu vas faire qu'un mandat. Soit tu fais 100%, et à ce moment-là, tu parles à personne et t'as besoin de personne. Soit tu fais pas 100%. C'est un homme de cœur, Philippe. Je suis pas un homme de cœur, je suis un démocrate. C'est deux choses différentes. C'est pas un défaut d'être un homme de cœur, Philippe. Non, mais pas en politique. Mais pas en politique. Non, mais si, justement, ça c'est l'ancien monde qui est comme ça. Mais on voit où est-ce qu'il nous a mené. Eh ben, chiche, viens on invente quelque chose de nouveau. C'est marrant, vous avez tous à peu près la même tranche d'âge et vous me parlez d'ancien monde. C'est vous l'ancien monde, les gars. C'est vous l'ancien monde. Mais non, on a été élevés dans l'ancien monde. On a été élevés. C'est vous. Derrière le mur de Berlin. Je te rappelle. On a connu Tchernobyl. On a connu Bonnie Tyler. On a connu Cyndi Lauper. On a connu le Christ. Les jeunes de maintenant ne peuvent pas connaître. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer d'inventer quelque chose. C'est pas ça, c'est qu'il y a une nouvelle génération de quadras aujourd'hui qui arrive à, rappelle-toi, à l'époque, pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit, il fallait avoir minimum 50 piges, voire 55. 60 même. 60, être des énarques, etc. Et c'est pour ça que les mecs, quand ils arrivaient, c'est souvent des mecs d'ailleurs, quand ils arrivaient aux manettes, ils lâchaient pas le morceau. Aujourd'hui, t'as une nouvelle génération. Merci Macron. Mais aussi bien au Modem qu'à la République en marche. Surtout. Non, républicain, laisse tomber. Enfin, naturellement, après les municipales, tu vas avoir une nouvelle génération qui va venir prendre le contrôle. Mais chez les écologistes, chez les insoumis, t'as un vent nouveau. Les éléphants du PS, ils sont en train de tout verrouiller et donc eux, ils vont finir tous au cimetière. Et tant mieux. Cimetière des éléphants. Je vais te dire quelque chose qui était scandaleux. À la marche pour nous toutes. Oui. Quand je suis arrivé tout au début, j'ai vu. Alors raconte-nous parce que ça c'est extraordinaire. Ouais. Vas-y. Je vous jure, ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai les photos. J'ai vu le secrétaire national, c'est comme ça qu'on dit dans leur secte là-bas. Dans leur secte PS. C'est ça, le secrétaire national. Avec, j'ai vu Stéphane Troussel, j'ai vu d'autres élus, etc. qui sont mis. Tu sais, quand tu sors de la station Opéra et que t'as le boulevard des Italiens sur la gauche, t'as l'Opéra derrière toi, qui sont mis dans un coin pour faire des photos entre eux, etc. Je te jure que les photos sont finies, ils sont sauvés. Ouais. Ils se sont sauvés, ils n'ont pas fait la manif. Est-ce qu'il y avait des gens de la République en marche? Alors, Abdeslam nous a envoyé des photos, faut dire la vérité, dans le groupe WhatsApp dans lequel nous nous trouvons. Je n'ai pas vu de ce qui se passe dans les rassemblements comme ça, pour le climat, pour les marches et un tel, c'est que tout le milieu associatif est en tête de gondole. Et après, tu as les syndicats et les partis politiques en fin de cortège. Donc moi, j'ai commencé. Marlène Schiappa n'était pas là? Je n'ai pas vu Marlène Schiappa. Je n'ai pas vu de point fixe La République en marche. Je n'ai pas vu de l'UDI. Je n'ai pas vu du Modem. Je n'ai pas vu du Rassemblement national. Je n'ai pas vu. J'ai vu le NPA. J'ai vu Lutte ouvrière. J'ai vu le PCF. J'ai vu Europe Écologie Les Verts. Le PS, un noyau, mais qui a disparu après. Bon. Il y avait la CGT. Il y avait Solidaire. Il y avait les Insoumis. Les Insoumis, la France Insoumise. Ouais, mais entre nous, qui occupe la rue? Vous avez vu des gens de droite qui occupent la rue? On les a vus. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. L'année dernière, à part la mine pour tous, c'est tout, mais sinon c'est jamais arrivé. Mais surtout l'année dernière, rappelle-toi des foulards rouges. Ah, il y avait plus. Ah, mais c'était ridicule. Oui. C'était trois pèlerins. C'était juste énorme. Et après, on les a plus vus d'ailleurs. Non, la droite n'occupe pas le palais. C'était comme la manip contre les islamistes. Ils ont le pouvoir, Alors, il y en avait, visiblement, il y avait quelques élus et quelques responsables de la République en marche, disséminés par-ci et là. En tout cas, ils n'étaient pas à un bloc. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu. Ne regarde pas, j'y étais pas. Non, tu étais pas pour une bonne raison. Et il y a tes personnels. Non, mais au foulard rouge. Non, foulard rouge non plus, je sais bien. Non, mais au moins, la République en marche n'était pas sur le terrain, mais ils ont fait les lois. Non, bien sûr. Donc là-dessus, ça va, c'est quand même plus intéressant. Tu vois, on peut pas leur jeter la pierre. Moi, effectivement, 360 millions, c'est. Moi, je vais vous en jeter une si vous continuez. Une pierre va être sévère, celle-là. C'est le quiz, hein? Non, pas encore. Non, le quiz. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite Anna? Elle est où, ma petite Anna? Anna, elle est là. Anna, qu'est-ce qui se passe? Il est où ton invité?
Je sais pas, il était là devant la porte et. Bonjour ma petite Anna. Bonjour tous chers auditeurs. La sublime Anna. Ouais. Anna Guézard-Bocaz. Un peu fatigué. Ton invité n'est pas venu? Si, il était là, mais peut-être qu'il a eu un problème pour se garer ou je n'arrive plus à le joindre. Le secteur est difficile. Et c'était qui ton invité, Anna? L'ex-joueur de foot du PSG. C'est pas vrai, du PSG. Il a aussi joué en Angleterre. Manchester City. Absolument. Non. Et il était là il y a un quart d'heure, 20 minutes, mais je n'arrive plus à le joindre. Voilà, donc. Oh là là, les aléas du direct. Absolument. Ami taxi. Dommage. Ami Uber, vous croisez Alioune Touré. Vous le capturez tout de suite. Si tu nous entends, reviens. Tout de suite, Alioune, dépêche-toi. Allez, tu restes avec nous, ma petite Anna. Oui, bien sûr, avec plaisir. On va faire le zapping dans un instant. Ouh là là. Alors là, j'ai des confessions en pagaille. Rachida Dati, Bernard Tapie. Rachida? Oui, non mais elle était au bord des larmes, la pauvre. Ah bon? Ce matin, oui. Elle a été mariée forcée, vous savez pas ça? Ah non. À tout de suite. Oui, monsieur Gamal Abina. Elle a été mariée forcée, 25 ans. Oh là là, Rachida. Arrêtez de rigoler, vous êtes bon, on rigole pas, on est sérieux. La pauvre. Allez, cassez-vous de là tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il faut qu'on se parle et on est là tous les jours pour se faire sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h avec aujourd'hui monsieur Philippe Pourriaki en campagne, vous l'avez bien compris, il est là aujourd'hui sur France Maghreb 2. Monsieur Gamal Abina, le lundi c'est Abina. Hors campagne. Hors campagne. Quoique. Pour l'instant, quoique. Abdeslam Itache. Il est toujours en campagne, lui. Ouais. Toujours. Et puis Anna Guézard-Bocaz, dont le lundi c'est les rendez-vous d'Anna. Oui, je crois qu'on m'a posé un lapin aujourd'hui dans ce rendez-vous. C'est pas un lapin, c'est un lièvre. Non, vraiment, Alioune Touré était là devant la porte, il est reparti. Il est reparti ou je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas pu. C'est un élevage de lapins. Il est arrivé devant, il a vu France Maghreb, il dit non là, c'est le grand remplacement. Je suis désolée, je promets que je vais me rattraper. T'as pas le droit de faire ça, Alioune, parce que tu viens du PSG, mec. Ah ouais. Et de Manchester City. Oui, non mais du PSG surtout. La plus grande équipe du monde. PSG. Comment on dit Manchester United? Ouais, voilà. Donc, Alioune, tu viens de me mettre quand même une belle crampe. Un fin supporter que je suis, le PSG, alors que Marseille se refait une petite santé, là, ils ont. Ah ouais, il paraît. 2-0 hier. Ouais, 2-0 hier. Ouais, contre Toulouse. Toulouse, c'est ça? Toulouse. TFC, voilà. Alors, juste pour vous parler un petit peu d'Alioune Touré, c'est une ex-star de football. Il a dans son palmarès 3 Coupes de France, un championnat de France, un championnat d'Europe junior, un trophée des champions. Il a joué avec des grands clubs, notamment, comme on vient de le citer, le Manchester City ou le PSG. Il a joué partout dans le monde, vraiment dans plusieurs clubs. J'ai pas pu tout citer, sinon je vous prendrais tout l'après-midi. C'est normal. Pourquoi? Parce que Paris n'a jamais gagné la Coupe d'Europe. Il a gagné la Champions League, la Coupe des clubs des clubs. Voilà, la Coupe des clubs des clubs. Et aujourd'hui, il est fondateur de AKT Academy, qui est une école de football qui ne ressemble à aucune autre, parce que lui, il a vraiment un programme éducatif. Dommage, il n'est pas là pour le défendre, mais il est vraiment excellent, ce programme. Il a 2 écoles ici en France, dans le 95 et le 92. Ça s'appelle AKT Academy, où il propose des stages et puis pour les jeunes, les adultes et les jeunes, notamment tous les enfants. Et ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, c'est tout un programme éducatif pour éduquer au sport. Parce qu'il estime parce qu'on a déjà discuté, et ce que j'ai compris, c'est qu'il absolument l'insertion par le sport, etc., et qu'il estime que les joueurs d'aujourd'hui manquent justement de cette éducation. Ils ne savent pas s'exprimer face aux médias, et qu'ils ne respectent pas forcément l'éthique du football, etc. Et puis il veut leur donner les bonnes bases. En sachant qu'il a joué avec des grands, qu'il fait partie de la vieille école, comme on dit, et que aujourd'hui, avec les joueurs de foot qui se prennent pour des stars, avec tout ce qu'ils ont, les apparences, les réseaux sociaux et tout, on a l'impression qu'ils jouent plus un rôle, ils surjouent sur ce rôle. Et et puis moi je trouve que ce projet est très intéressant, d'autant plus que il veut l'apporter à l'étranger, dans les pays africains, notamment dans son pays. Si je me souviens, il est du Mali, donc il va commencer en principe par le Mali. Donc là, je réponds à sa place. Je suis pas Alioune Touré, j'aurais aimé avoir eu sa carrière.
Et en tout cas, c'est une personne vraiment très intéressante qui a que de bons messages à nous transmettre et que vu que lui, il a commencé de zéro, il s'est construit tout seul, il avait toute la pression et le stress de réussir parce qu'il devait, étant jeune, nourrir sa famille, il avait des responsabilités, il n'avait pas un autre choix que réussir. Il veut aider maintenant ceux qui en ont besoin. Et puis dans AKT Academy, il propose, comme je vous ai dit, des stages. C'est vraiment un service 5 étoiles. Hein. J'ai vu les vidéos, etc. Parce que j'ai préparé son interview, donc je suis bien renseignée. Et il y a vous avez la piscine, vraiment toutes les commodités pour même ceux qui veulent venir de l'étranger. Puis ils organisent des matchs amicaux avec des grands joueurs de football. C'est-à-dire ils permettent aux amoureux du foot de toucher leurs rêves de plus près. C'est-à-dire de jouer avec Alioune Touré, un match amical avec leurs potes. Oui. Alors, moi j'ai une question. À Alioune qui n'est pas là. À Alioune qui est pas là, et je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. C'est une pépinière de futurs talents professionnels. Oui. Son académie. Est-ce que son académie est gratuite ou est-ce qu'elle est payante? Et comment on fait pour postuler à son académie? On postule, ça c'est une question facile. Il y a le site AKT Academy. Sur le site, on envoie un mail où il y a des numéros de téléphone, etc. Voilà. D'accord, on assiste aux journées de détection. Voilà, c'est AKT du 6, celui du milieu pour être plus clair, Academy ACADEMY. Comment l'écrit en anglais et pas en français, .com, et vous avez tous les renseignements, que ce soit sur le joueur Alioune Touré ou que ce soit sur les services qu'il propose. C'est payant, mais c'est des prix extrêmement attractifs, hein, parce que lui, voilà, ça n'a rien à voir avec. Il y a un concours, il y a une sélection à l'entrée, détection, etc. Sur l'égalité, quoi. Voilà, ça c'est obligé. Et puis il y en a un dans le 92 et l'autre 95e, et puis ce sont de très grands espaces, vraiment toutes les communautés. T'as l'impression que c'est un hôtel 5 étoiles quand tu vois, tu te dis ouais, j'aimerais bien. Le club 5 étoiles, c'est bien celui-là. J'étais au parc, c'était magique, Marco. T'as été voir vendredi PSG Lille. Et alors j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un super but d'Icardi, un super but de Di Maria, c'était magnifique. Voilà. Bravo. Un Neymar qui était aux abonnés absents, mais c'est normal. Il est où Mbappé? Mbappé il a joué, mais il n'était pas titulaire, mais il jouera demain face au Real Madrid, parce que le gros match c'est demain, les amis. Et c'est où? Ici ou au Real? Non, au Real. Au Real. C'est le match retour. Alors j'ai 4 places pour nos auditeurs qui appellent tout de suite pour. Non. Le standard explose quoi? 4 places. Tu payes le voyage et tout, le train. Évidemment. L'avion. Évidemment. Et un dîner avec les joueurs. Surtout l'avion. Ouais, surtout l'avion. Bon, Anna, t'inquiète pas, t'as été baptisée. Voilà, c'est pas grave. Tout va bien. En tout cas, je suis désolée. J'espère qu'il va bien. Et puis, tu veux qu'on l'appelle en direct pour le foot d'Archema? Vas-y. En attendant. Sinon, je balance son numéro de téléphone. Tiens, fais le numéro là-dessus. Et on va l'appeler en direct. C'est partie remise. En tout cas, on espère qu'il va bien. On l'appelle en direct. C'est pas normal. Moi, j'aime pas qu'on plante. J'aime pas qu'on plante Anna. Alioune, tu vas ramasser sévère. Non, on va l'appeler. Mais je voudrais en même temps profiter pour parler de l'actualité d'Anna. Anna anime plusieurs événements. Voilà, je vais profiter pour me faire de la pub. Ça y est, c'est bon? Ouais. Tiens, si tu veux lui parler. Hop. Ok. Alors, raccroche le téléphone. Raccroche. Voilà. C'est bon, ça sonne. J'anime une émission sur IRM.radio qui s'appelle le Shot. Deuxième sonnerie. Deuxième sonnerie à Lyon. Je t'en prie. Il va pas décrocher. Non, on lui laisse un message, les gars. Bien sûr. Oui, en direct. Allez. Oui, je vais lui faire. Ah ouais. Quatrième sonnerie. Répondeur. Alioune Touré. Voilà, c'est lui. Il n'est pas disponible pour le moment. Voilà. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Alioune Touré, ici Christophe de France Maghreb 2, je suis avec Anna Guézard-Bocaz. Tu m'as posé un lapin. Voilà, c'est pas sympa, je suis avec mes copains Philippe, Abdeslam et Gamal, on devait te recevoir là dans les rendez-vous d'Anna. Mon cher Alioune, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait arrêter par la police, tu t'es perdu, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse Alioune? Qu'elle soit valable. Tu sais, moi je suis un fin supporter du PSG, t'as pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, fan que je suis. Et d'ailleurs, t'as une chanson pour lui. Oui. Alioune, il faut que tu reviennes très vite dans les studios, mon ami. À très bientôt, Alioune. À bientôt. Il y a des imprévus et on sait que ce n'est pas volontaire de ta part et on t'attend de pied ferme
Sur France Maghreb 2, du lundi au vendredi de 16h à 18h, l'émission de Pascal Fro, sans décalage, liberté d'expression. Pascal, ah oui, Christophe. Pascal Fro. Ce mec est fou. Je crois qu'il a été dopé ce matin. Il t'a beaufisé. Merci Alioune, à bientôt. Merci Alioune. Il t'a beaufisé. Oh là là. Attends, non, là tu es viré. Moi le téléphone que je lui jette dans la tronche. Ouais. Il est viré, ça y est. Pascal Fro, il a dit. Ce mec, il aura tout osé. Il a dit Pascal Fro, c'est pire encore. Oh non, c'est non, vraiment non, le mixage. T'es marié avec un Ce mec est malade. Bon, allez, c'est parti, le zapping, les amis, on y va. Le zapping, ah ouais, yes. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étal. Et vous pouvez évidemment nous appeler pour commenter ce zapping avec nous au 01 40 33 9000. Et pour commencer ce zapping, messieurs, dames, Madame Anna Guézard-Bocaz, une Rachida Dati au bord des larmes ce matin chez Morandini sur CNews, racontant son mariage forcé à l'âge de 25 ans. Moi, à 25 ans, j'avais 25 ans, j'étais autonome et je travaillais et j'avais des postes importants. Je travaillais pour Jean-Luc Lagardère à l'époque et j'ai accepté un mariage contraint. Voilà, mais pas contraint par mes parents, contraint par une contrainte sociale, locale. Et c'est pour ça que... C'est avec un homme qu'on vous a présenté un mois avant, je crois, c'est ça? Oui, j'ai rencontré en août et je me suis mariée le 14 novembre 92. Voilà. Imposé par la famille? Parce que on vivait mal que je sois célibataire à 25 ans et que j'ai travaillé à Paris et que j'avais changé la vie de mes parents, la vie de ma famille. Et donc, il y avait des ragots et des rumeurs. Donc, j'ai accepté. Je me suis dit... Et pourquoi vous avez dit oui? Parce que je ne voulais pas me mettre en rupture avec mes parents. Je les aimais trop. Je voulais pas me mettre en rupture avec mes frères et sœurs parce que j'avais besoin d'eux. Comme voilà, on est un clan, on est une famille, on est solidaire quoi qu'il arrive, quels que soient les cheminements des uns et des autres. Et c'est quelque chose que j'ai accepté. Et puis le 23 décembre, j'étais dans le bureau du procureur. Je lui ai demandé à l'aide. Ils n'ont pas pu faire annuler mon mariage parce que le divorce, ils ne le souhaitaient pas. Et j'ai appelé à l'aide Albin Chalandon, Simone Veil à l'époque. Et puis nous avons mis 3 ans avant d'obtenir cette annulation. J'ai quitté la France à ce moment-là. J'ai quitté la France parce que c'était plus possible. Je suis allée travailler à Londres pour Jacques Attali à la Bird. C'est comme ça que ma vie s'est construite. C'est que j'ai continué à travailler parce que c'était ma vie et ma survie. Mais je n'ai pas voulu lâcher sur une liberté intérieure. Voilà. Mais quand on se retrouve comme ça, marié de force, quand on a 25 ans, il n'y a pas un moment où on a envie d'arrêter, de tout lâcher? Bien sûr, mais arrêter pour moi, c'était simple. J'ai même pensé au pire. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon père à un moment donné, mais j'ai pensé au pire. Après, je me suis dit, j'abandonne maman, j'abandonne mes frères et sœurs, et c'était pas jouable. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est un engagement, c'est un combat qui vous dépasse. Voilà. Mes frères et sœurs le savent. Moi, quand je dis j'ai fait des sacrifices, c'est pas une victimisation. Oui, il y a des choses que j'ai mises de côté, parce que pour moi je me disais je peux pas lâcher, mais c'est dur, on pleure tout seul. Vous avez beaucoup pleuré? Bah oui, parce qu'on se confie pas. C'est pas des sujets qui prêtent à la confidence. Rachida Dati au bord des larmes ce matin chez Morandini sur CNews. Ah, elle a souffert, la pauvre. Ouais, elle travaille dans les plus grands cabinets d'avocats, dans les plus grandes boîtes de finance. Lagardère. Chez la Bird, ça va? Attendez, t'es en train de dire qu'elle est pas sincère? Mais alors, écoute, jamais on aurait dit ça. Mais elle se présente pas à Paris, donc c'est très bien. Moi, honnêtement, elle se présente à Paris. Ah mince, dommage. Ok. Moi, j'ai une réelle pensée pour toutes celles qui sont contraintes de force, sous menace de leur vie. Moi aussi. Bah, là, visiblement, d'après ce qu'elle me dit, et je ne remets pas sa parole en cause, d'après ce qu'elle nous dit, que ça a été, elle s'est contrainte psychologiquement. Personne ne l'a contraint, mais pour l'honneur de sa famille, elle l'a fait, mais un mois après, elle était dans le bureau du procureur, donc l'honneur rapidement, elle l'a oublié. Mais attention, je suis pas en train de dédouaner celles qui effectivement pour la réputation de leur famille, qui le font. Il y a aussi un enfermement psychologique dans lequel on est. Il n'y a pas pire bourreau que lui-même. Mais moi j'ai une question à poser à Philippe. Ouais. Elle était là hier pour la manifestation? Je l'ai pas vu, Rachida. Ah, je l'ai pas vu. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Arrêtez de faire des procès d'intention comme ça. Mais je dis qu'elle était pas là, elle était pas là. Moi, je dis que quand on revient
il faut connaître quand même Dati de la grande époque où elle était quand même magistrate. Hein. J'ai vu une émission à l'époque quand elle jouait son rôle de magistrate. C'était quelqu'un d'extrême. Non, je parle avant encore. Avant même qu'elle soit nommée par Sarkozy. Mais il faut voir la violence dont elle était capable face à des parents complètement démunis devant les enfants délinquants. Ça, elle l'a oublié, ça. Moi, j'ai pas oublié. J'ai une bonne mémoire. Maintenant qu'elle nous sorte les violons parce qu'elle aurait soi-disant été auto-contrainte de faire un mariage forcé. C'est ça. Le coup de mariage forcé, c'est grossier, c'est énorme. Et comme par hasard, le lendemain des féminicides, on arrête la blague. Anna, tu es une femme. Moi, je pense que... Est-ce que tu l'as trouvé sincère, Rachida Dati? Sincèrement, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle ait vécu un drame, enfin, une violence comme ça. N'empêche que les apparences sont souvent trompeuses. Moi, je laisse toujours le bénéfice du doute, même si c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait trop coïncidence avec le féminicide, etc. Mais si je ne remets pas du tout en cause les paroles de Madame Rachida Dati, n'empêche que si vraiment elle l'utilise pour gagner la sympathie des femmes. Ça c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. En fait, d'autant plus que il y a des femmes qui souffrent réellement. Quand tu fais de la politique, tu peux jamais être considéré comme sincère en fait. Non, mais c'est pas ça. Parce que si, mais soit que tu fasses. Non, mais connaissant Rachida. Attends, un mariage. C'est bizarre qu'elle en ait pas parlé avant. Abdeslam, lui, il était. J'adore. Abdeslam. Non, mais alors cette histoire, moi, je la connaissais déjà. Oui. Complètement, et elle racontait, je sais plus, je crois que c'était au passage d'un livre, j'essaierai de vous retrouver le livre. Oui, elle en a parlé dans un livre. Oui. Et en fait, elle expliquait que le jour de son mariage, à la mairie, elle n'a pas dit oui, et le maire a cru entendre un oui. Non. Comment pas, Gamal. Non, je te crois. C'est énorme. Si je te crois. Non. Et donc, elle a été mariée à son insu. Mais oui. Excuse-moi. C'est un sketch. Donc, elle est en droit justement de réclamer l'annulation de ce mariage, et qu'elle ait mal vécu ou qu'elle l'ait vécu comme un viol parce que contrainte. Mais bien sûr, évidemment. Mais personne ne nie ça, Abdeslam. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu le sujet par-dessus la jambe. Mais pas du tout. Ça va pas. Non, Salam, juste un truc. Je suis rassuré. Non, pas le sujet, pas le sujet. La personne. Oui. Faut quand même pas se foutre de nous quand même. J'ai été autocontrainte parce que soi-disant ma famille pour les bonnes considérations de ceci cela. Bon, vous avez pas de cœur. Mais non, c'est pas que j'ai pas de cœur. Moi, je suis désolé. J'ai une information que vous avez peut-être pas. J'ai un copain qui connaît très bien sa sœur. Voilà, c'est tout. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas être méchant, mais je veux bien tout entendre. Mais les manipulations grossières de la droite, on les connaît, et celle-là, elle est énorme. Le mariage forcé qu'elle s'est auto-forcée à faire, elle se retrouve dans le maire, elle ose pas. Mais elle ose pas dire oui. Quelqu'un derrière elle dit oui. Mais qui n'a pas elle a fait annuler le mariage, et ça c'est un fait. Qui n'a pas le jour du mariage des doutes, qui n'a pas des doutes. Ça arrive des centaines de fois. On ne parle pas de mariage forcé, on parle de doutes légitimes qui existent. Est-ce que je peux mettre tout le monde d'accord? Forcé par qui? Oui. Les inondations survenues dans le sud-est. Oh là là. Non, je suis pas d'accord avec ça. Alors si. Qui ont fait, je le rappelle, 4 morts. Un disparu. Voilà. Et encore un disparu. Et en particulier, dans le Var, c'est vraiment terrible, et une grosse pensée à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le sud-est et qui ont été touchés de loin ou de très près par ces inondations. Ils ont tenté d'avancer jusqu'au bout. Malgré les consignes, les voilà pris au piège. Regarde, ça soulève la voiture. Un couple obligé d'abandonner sa voiture à la hâte. Allez, sortez vite. Personne dedans, c'est bon. Ils courent se mettre à l'abri. Ils ont eu de la chance. Au Muy, dans le Var, l'eau a submergé des lotissements entiers. Parking, station-service. Certains habitants trient déjà ce qui peut être sauvé après une nuit de cauchemar. Et pour les pompiers, une nuit blanche. Ils enchaînent les sauvetages, parfois de l'eau jusqu'à la taille. Et certains sont particulièrement délicats. Ici, 30 pompiers mobilisés pour extraire un homme de 78 ans, coincé sous des arbres à cause d'une coulée de boue. L'homme est en hypothermie mais s'en sort vivant. Voilà, les inondations évidemment survenues, c'était tout au long de ce week-end. On a vu les images, elles sont terribles, messieurs. Absolument. Là, je m'adresse à l'écolo de service, Philippe Boyaki. Rien ne va plus. Bien pire que ça. Non mais sérieusement. Non mais bien pire que ça. Quand tu vois les images, tu dis mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai qu'il y a eu des précipitations qui ont été violentes en l'espace d'une nuit. Il est tombé, je crois, 3 mois de pluie en quelques heures. Ce qui arrive régulièrement depuis des siècles. C'est ça. Oui, mais sauf que le réchauffement climatique. Alors écoute bien, parce que j'ai appris un truc, les gars. Suite aux différentes canicules,
bah ça forme, alors je vais pas dire une connerie, de l'eau dans l'air. De l'eau dans l'air. Ouais, a priori. Et a priori, quand il y a des grosses précipitations, c'est à cause des canicules. Alors je ne sais pas, hein, je m'adresse à toi, Philippe. J'ai pas compris, c'est de l'eau dans l'air. Oui, c'est à cause du taux d'humidité, etc. Voilà, du taux d'humidité qui est plus important. Alors, il y a ce phénomène-là, mais qui existe depuis des siècles, comme le dit si bien Gamal. Mais, en réalité, ce que nous dénonçons depuis de longues années, l'imperméabilisation des sols. Lorsque tu avais des terres humides, que tu les assèches, que tu fais pousser le béton. Et il y a une très belle photo que j'ai pas diffusée ce matin, qui est, tu vois, en remblai, là où il y a de l'eau avec de la terre, et puis dessus on fait pousser du béton. Et lorsqu'il pleut, bah l'eau ne s'évacue pas. Et lorsque tu as une sorte de cuvette, moi j'ai des amis à Puget-sur-Argent, c'est une des régions avec mon île la Corse que j'aime et que j'affectionne énormément. Donc j'ai des potes qui ont été touchés, très peu sur Sifour. Moi j'ai plus des potes sur Bandol, Sifour, Toulon, Sanary et le Brusque, mais ces sols-là, on n'a pas arrêté de dire, rappelle-toi ce qui s'est passé il y a peu de temps à Nice, cette catastrophe, plus vous allez imperméabiliser les sols, plus vous allez avoir ces problèmes récurrents. Ils ont mis la sirène à Nice. Oui, mais vous avez entendu? Comme si c'était la guerre. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Ça me gêne. Stop, arrêtez au tout béton. Il faut revégétaliser. Il faut, dans les cours d'école par exemple, vous pouvez mettre ce qu'on appelle les damiers et mettre de l'herbe avec de la terre en dessous directement. Et ce qui fait que même quand il pleut, les enfants ne vont pas marcher dans la boue. Donc, soit on prend conscience que ça va aller en s'empirant parce qu'on va bétoniser de plus en plus, on va bitumer de plus en plus. Maintenant, il y a des nouveaux revêtements qui sont pas imperméables mais qui laissent passer l'eau pour pouvoir absorber. Mais il faut, comme les Romains les avaient fait, créer des collecteurs et créer des réserves sur les anciennes carrières. Il faut détourner pour stocker l'eau et l'utiliser au moment où il y en a plus. Et si vous faites pas ça, si vous êtes en grosse période de sécheresse et que les sols se tassent, se compactent, et ben l'eau lorsqu'il pleut va avoir du mal à s'infiltrer. Hein, c'est pour ça que on mettait les terres en jachère. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec les pesticides et laisser la nature faire les choses, et que les vers ils sont là justement pour oxygéner et pour pouvoir permettre, lorsqu'il pleut, une infiltration réelle avec les égo-éléments qui vont directement dans le sol. Plus vous allez imperméabiliser, plus vous allez vous rendre compte de ces situations catastrophiques. Moi je suis en train de penser à toutes ces femmes, ces hommes et ces enfants qui l'ont perdu pour la 3e fois en l'espace de 6 ans leur bien immobilier. Les assureurs, faut savoir ce qui va se passer. Et là on va morfler. Hein. Non seulement on va tous morfler, mais en plus, ils vont se faire radier des assurances. Ah oui. Bah ça dépend s'ils se mettent en état de catastrophe naturelle. Mais d'accord, on va le déclarer en état de catastrophe naturelle parce qu'ils sont pas fous là derrière. Mais qui est-ce qui va te racheter ta baraque derrière, franchement? Bon, alors j'ai autre chose dans le zapping. Mais en tout cas, voilà, terrible et pensez tout ça évidemment avec toutes les victimes de ces inondations ce week-end. Courage bien sûr à ceux qui ramassent de la boue, parce que évidemment c'est pas de l'eau propre qui arrive dans les maisons. Enfin c'est horrible. C'était hier soir sur M6. Je sais pas si vous avez regardé, complément d'enquête consacré à l'affaire Quentin, Marie Trintignant, et quand Bertrand Cantat tente de justifier son geste par la violence de Marie Trintignant. C'est un extrait d'une enquête hier soir diffusée sur M6. Donc elle est venue très très agressive, très hystérique, et elle m'a frappé d'un coup de poing au visage. Bertrand Cantat se montre convaincant. Il donne même de nombreux détails pour mettre en cause l'actrice. Donc ça s'est passé, Marie a donné un coup. Elle m'a donné le coup de poing, et ensuite elle m'a agrippé. Tout, le cou, j'avais des traces partout. Marie l'a fait. Et les bras, Marie a donné le coup de moi et ensuite elle m'a agrippé. Oui, agripper, ça veut dire aussi comme ça, agripper, serrer très fort. C'est que ça se passe dans la folie, dans la furie. Vous savez, c'est difficile de décrire ça précisément. C'est dur pour moi. Elle criait tout le temps. Jusque-là, moi, je n'ai pas touché. Alors que Marie Trintignant est morte, Bertrand Cantat et sa défense passent de longues minutes à inverser les rôles.
Voilà, c'était hier soir sur M6. On y a appris pas mal de choses dans cette enquête. Donc complément d'enquête dans cette affaire. Bertrand Cantat, Marie Trintignant. Pas de commentaire? Si quoi? Bah, moi je connais pas leur relation, évidemment, comme tout le monde, on a entendu des oui-dire et des ragots, mais ce qui est certain, c'est que je sais pas ce qui a conduit à cette violence extrême qui a tué une personne. Beaucoup d'alcool, visiblement. Apparemment, et de drogue. La drogue sont une combinaison explosive, et je pense que on pourrait mettre ça en premier criminel, mais au-delà de ça, de toute façon, à partir du moment où on commence à lever la main sur une femme, il y a un problème, quoi, c'est tout. Moi, ce matin, la première chose que j'ai expliqué à ma fille de bientôt 7 ans, je lui ai expliqué ce que c'était le 25 octobre. J'ai essayé de lui expliquer... 25 novembre. Novembre, pardon. J'ai essayé de lui expliquer ce que c'est les violences aux femmes. Et ma fille de 7 ans, elle m'a dit, c'est pour ça que tu m'as mis au judo et au Krav Maga. Ouais, c'est chaud. Je lui dis, entre autres. Krav Maga? Oui, Krav Maga Kid. Dans un instant et juste après la pub pour finir ce zapping, le quiz et on terminera un petit coup de zapping parce qu'il y a eu quand même un petit moment d'émotion. Bernard Tapie dans l'émission 7 à 8 hier qui parle de son concert et des mauvaises nouvelles qui s'accumulent puisque les poumons sont attaqués, c'est ce qu'il a déclaré hier. À tout de suite. Ah merde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et il faut qu'on se parle dans le grand forum tous les jours avec monsieur Gamal Abina, monsieur Philippe Bourriaki, Abdestamitash et Anna Guézard-Bocas qui s'est fait planter aujourd'hui par son invité, qui s'est excusé quand même. Il vient de s'excuser, il vient de nous envoyer un message puisqu'on l'a appelé évidemment en direct. Il a eu peur. Il a eu C'est peur. la chouma, la honte internationale. Si ils embrouillent avec les DZ, c'est le bordel. C'est déjà le bordel chez eux. Finalement, Bien. pour Bernard, j'aurais pas le temps, donc on l'écoutera demain matin, parce que demain matin, oui, dans le morning aussi, et on l'écoutera dans le zapping du grand forum de demain, parce que là, on n'a plus le temps, les amis, parce que c'est l'heure du quiz. Et un quiz, ma chère Hana, tu sais ce que c'est des lions? Oui, je l'ai déjà. En cage. Ah, oui. Quand on les lâche, tu sais ce que ça donne. Je suis mal tombée. C'est pas mon jour aujourd'hui. Mais tout va bien. Je suis mal tombée. C'est ton meilleur jour, au contraire. C'est le jour du winner. Philippe Bourriaki, Abdestamitash et Gamal Abina qui vont s'affronter, messieurs dames. Alors, ils ont l'avantage d'être les 3 premiers. Dans l'ordre, Abdestamitash, Philippe Bourriaki, Gamal Abina. On est d'accord? C'est ça. Par ordre, voilà. Du début à la fin. Excellent. Il est humble en plus. Mais en plus, alors attention. Je voudrais de la discipline. Est-ce que vous en êtes capable? Rappelle la règle. Je répète la règle. Je pose les questions, d'accord, et qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 25 novembre. Vous avez le droit de répondre avant la fin de la question. Ça, c'est la règle qu'on a mis en place suite à des réclamations, etc. Alors, par contre, si vous me donnez une mauvaise réponse avant la fin de la question, vous devez laisser vos camarades. Ça va être dur pour toi. Donner leurs propositions. D'accord? Est-ce que j'ai été clair? Très clair. Très clair. On y va? Ça marche. Donc je vous souhaite bonne chance tous les trois. Il y a un enjeu considérable, les amis. Il y a un enjeu considérable. Première question. Qui fait breveter son invention en l'épine? Ce n'est pas l'épine et tu n'as plus le droit de répondre. Qui fait breveter son invention en 1867? Et je parle de la dynamite. Et la question est finie. Ah oui, c'est Alfred Nobel. Alfred Nobel est une bonne réponse, monsieur Abina. Trop fort. Attends, tu parlais de quoi? La dynamite? Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait un prix. Alfred Nobel est une bonne réponse pour cher Gamal Abina. Attention Abdestam, parce que la rapidité, ça peut te jouer des tours. C'est pas grave. Je suis prêt. Deuxième question. Gamal, il se l'est joué tranquille, tu vois. Qui obtient les pleins pouvoirs en Italie en 1922? Berlusconi. Non. Qui a dit c'est moi. C'est Philippe. Berlusconi. Non, j'ai pas attendu la fin. C'est bonne cette règle, elle est bien. Ouais, c'est ça. Faut pas attendre la fin. Alors toi, tu m'as dit Berlusconi. Ouais. Non, 62, non. Attention, 1 pour Gamal Abina, 1 pour Bourriaki, 0 pour Abdestamitash. Attention, on reste discipliné, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Merci. Troisième question. En 1963, funérailles de quel ex-président états-unien? Kennedy. Gamal Abina, il l'a eu. John Fitzgerald. Ouh là. Les amis, attention, les deux premiers sont en train de se faire manger. Non. Oswald. Ah, comment ça? Non. Non, par la CIA. Monsieur Gamal Abina marque son deuxième point. Deuxième point pour Gamal Abina. 1 point pour Bourriaki, 0 pour Abdestamitash. Attention, Abdestam. Quatrième question. On sent les nerfs là. Qui est réélu premier secrétaire du Parti Socialiste? François Hollande.
en 2005 et c'est bien François Hollande. Ah bah attends, mais c'est un truc de malade. Mais attends, qui est Hollande. T'es malade. Ouais. C'est bien François Hollande. Attention. Martine Aubry, elle a pas fait de demande. 2 pour Gamal Abina. 1 pour Abdestamitash. 1 pour Philippe Boyaki. Discipline. Taisez-vous. Ça va. Taisez-vous. 5e question. Attention, la voici la 5e. Je cherche un leader cubain. Castro. Che Guevara. Mort en 2016, Fidel Castro. Bien joué, mon Gamal Abina. Bravo, Abdeslam. De Gamal Abina. Gamal, je suis fier de toi. Sartec-Ro. Ah non, tu passes devant moi. 3 pour Gamal Abina. 1 pour Philippe Boyaki et 1 point pour Abdestamitash. J'adore cette règle. Alors, ma grande satisfaction, je suis toujours premier et Philippe vient de se faire doubler. Oh là là, c'est pas possible. Ah, c'est beau. Il est sans pitié, mais c'est le tueur, c'est que... Bravo Gamal. Attention, candidat sérieux. Ah, t'es même plus pool leader là. Moi j'ai 12 points. Je suis troisième. Bon les amis, Anna. Oui, je suis toujours là. Ton invité la semaine prochaine sera L'écrivaine Céline Jacobs, qui nous viendra de Belgique. Excellent. J'espère qu'elle sera à l'heure. Non, elle sera là. Cette fois-ci, je vais. Attention, il n'y aura pas encore les grèves. Tu sais qu'à partir du 5 décembre, voilà, avec les invités, ça va être chelou, ça va être très difficile. Ah oui. Ah oui, les grèves et tout, ça va être le bordel. En tout cas, elle sera avec nous la semaine prochaine, ma chère Anna. T'inquiète pas, tout va bien. Je t'embrasse très fort et merci te souhaite beaucoup. Une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous aussi, merci. Bien sûr. Mon Fifi, on se retrouve mercredi. Alors, mercredi. Alors, il y aura du monde dans les studios cette semaine, mes amis. Il y aura plein de gens. Nous devrions avoir Swad Massi au téléphone à l'occasion de son nouvel album et de sa chanson. Et Swad Massi qui va faire un concert lors de la manifestation contre les élections algériennes ce dimanche à Paris. Nous aurons justement normalement le référent de l'organisation des élections algériennes en France ce mercredi dans nos studios, ainsi que, et ça dans un tout autre registre, le rappeur Rémi qui nous vient d'Aubervilliers et qui est en train de qui est arrivé avec un nouvel album et qui cartonne. Il sera avec nous mercredi à 17h. Nous serons avec Alexandre Langlois, le policier qui a été suspendu par Castaner, qui sort son livre demain. Ennemi d'intérieur. Jeudi à 17h. Je peux dire quelque chose sur Alexandre ou pas? Et vendredi, nous devrions, je dis pas rien pour l'instant, je dis rien, mais nous devrions avoir un représentant d'un candidat à l'élection algérienne du 12 décembre dans cette émission. Voilà pour le programme. Et ça lance bien chargé pour cette semaine. Qu'est-ce que tu veux dire? On est en retard. Non, ça, demain, Abdeslam va poser la question pour moi. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, ma chère Anna. Merci les auditeurs et les auditrices. À très bientôt. À la semaine prochaine. Demain, Abdeslam, tu reviens? Oui. Avec Rudy Kazi. Oui, pour marquer. Oh là là là. Avec Rudy, on vous trouve facile. Oh non, c'est pas gentil. Dans un instant, Medjed, ça sera beaucoup plus facile pour gagner le portable. Apparemment, ça va tomber l'iPhone 11 aujourd'hui. Soyez là, mes amis. 18h01. Sophie Terrence pour le journal. Bonsoir. Bonsoir à tous. À la une ce soir, c'est un plan qui vient de conclure près de 3 mois de Grenelle. Présentation ce matin du plan de lutte contre les violences conjugales. Une 50aine de mesures développées par Édouard Philippe et accueillies froidement par les associations. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et puis une mesure pour lutter contre le gaspillage de papier. Les tickets de caisse pourraient être supprimés, mais dans un cadre bien précis et avec une mise en place progressive. Explication à la fin de cette édition. Manque d'ambition ou effet d'annonce, la déception ce soir des associations quelques heures après la présentation du plan de lutte contre les violences conjugales. Des mesures qui sont donc loin d'être satisfaisantes, comme nous l'explique Alissa Arabar, porte-parole d'Oser le féminisme. La plupart d'entre elles déjà reprennent des dispositifs ou des mesures qui sont censées déjà exister. Par exemple, la formation des enseignants et des enseignantes qui est censée exister depuis 2010. L'impossibilité pour les juges de proposer une médiation entre un conjoint violent et sa victime, qui est mentionnée dans la Convention d'Istanbul. Plein d'effets comme ça d'annonces. On se demande comment ces mesures vont être prises en place alors qu'il n'y a pas d'annonce d'augmentation au niveau du budget qui est consacré à ces violences, qui va rester à peu près le même en 2020 qu'il était en 2019. Et du coup, on se demande comment ces places d'hébergement pourront être pérennes sur le long terme. Et sur le fond, ce sont donc une 50aine de mesures qui ont été annoncées ce matin. On les voit avec vous, Olivier Montaigu. Il y a d'abord la création de centres d'hébergement pour les hommes auteurs de violences conjugales. Il y en aura 2 par région d'ici 2022. Le but, éviter la récidive. Plus de solutions d'hébergement pour les femmes victimes aussi. 1000 places supplémentaires dès janvier. On note aussi la saisie des armes à feu au premier dépôt de plainte, le durcissement des peines de harcèlement moral ou encore le suicide forcé
forcée, considérée comme circonstance aggravante du harcèlement conjugal. L'exécutif s'est aussi dit favorable à la dérogation au secret médical pour sauver des vies en cas d'urgence absolue. Autre mesure assez forte, l'autorité parentale pourra être retirée dans le cas de viols conjugaux ou de tentatives d'homicide dès le premier dépôt de plainte. Enfin, rien sur le terme féminicide au niveau juridique, il ne fera pas son entrée dans le code pénal. Et le plan a été chiffré par le gouvernement à 360 millions d'euros, bien en dessous des 1 milliard réclamés par les associations. Un autre sujet qui est délicat pour le gouvernement, le dossier des retraites. Édouard Philippe a décidé de réunir dimanche prochain l'ensemble de ses ministres à quelques jours de la grande mobilisation du 5 décembre. Le Premier ministre entend leur rappeler le sens de la réforme, mais aussi revoir le plan